tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là pour Econosphère. En tout cas, c'est une reprise en présentiel après presque 2 ans. Donc cette conférence est co-organisée par Econosphère, que je représente ici, Rethinking Economics et Attac. Donc Econosphère, c'est un réseau de chercheurs qui existe depuis 13-14 ans en Belgique francophone. Réseau de chercheurs, économistes, politologues, sociologues, syndicalistes, des chercheurs du mouvement syndical, du mouvement ouvrier également, qui se réunissent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années pour discuter de différents thèmes. Je vais laisser peut-être la parole à mes deux collègues pour présenter Rethinking et Attac, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais commencer alors. Moi, je représente Rethinking Economics, le groupe local à l'ULB. Donc, c'est quoi Rethinking Economics? C'est un mouvement international d'économistes, à la fois d'étudiants, étudiantes, chercheurs, chercheuses et autres personnes dans la sphère publique, qui a émergé suite à la crise de 2008, avec le constat en fait que notre enseignement en économie n'a pas beaucoup changé, et n'a pas beaucoup pris en compte les leçons de la crise de 2008, et qu'il était majoritairement dominé par un courant de pensée qu'on nomme l'économie néoclassique. Donc c'est un mouvement international, et ici notre section locale à l'ULB, qui vise à mettre en avant d'autres courants de pensée en économie, et de repenser justement notre enseignement et notre système d'enseignement au sens large en économie pour promouvoir un peu d'autres perspectives économiques dans le débat public. Voilà. Merci. Oui, donc Attac, c'est un mouvement altermondialiste qui a donc été créé à la base sur la question de la taxation des transactions financières. Et maintenant, on a un mouvement d'éducation populaire qui cherche à faire comprendre les grands enjeux socio-économiques, notamment autour de la justice fiscale, pour mieux comprendre, donc pour mieux agir. Et donc on est aussi très content de vous retrouver après tout ce temps. Et juste un point agenda, donc on aura notre rencontre de rentrée le mercredi 29 septembre. Donc ce sera une conférence débat sur la question de la taxation l'accord sur la taxation des multinationales qui a été conclu cet été. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. Ce sera donc à l'Horloge du Sud à 19h30, donc le mercredi 29 septembre. J'en profite pour ajouter un bref point agenda pour les étudiantes et étudiants. Nous, on a notre soirée de lancement et de recrutement le mardi 28, donc le jour avant, justement, également à l'ULB. Un marathon. On peut très bien combiner les deux, c'est quand même très pluriel. Génial. Merci. Alors, on en vient au débat d'aujourd'hui. Pourquoi un débat sur le plan de relance ou les plans de relance, parce qu'il y a différentes dimensions à cette relance économique, une dimension européenne, une dimension plus belgo-belge, et puis des caractéristiques différentes, je pense, à discuter. D'abord parce que en Belgique, c'est à peu près 13 milliards d'euros, je crois, sur 6 ans, qui vont être investis dans la transition climatique, dans la transition numérique, principalement. Et donc, c'est pas nécessairement énorme, mais par rapport à ce qui a été fait depuis 40 ans, c'est-à-dire en termes d'investissement public, même si je ne suis pas sûr qu'on peut seulement parler d'investissement public dans ce cas-ci, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, et c'est une évolution, en tout cas, par rapport à 4 décennies de politique de rigueur budgétaire ou d'austérité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, c'est un plan qui touche quand même à des enjeux importants, c'est fondamentaux, sont la transition climatique et la transition numérique. Et puis, troisième chose, en même temps, en parallèle de tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est des enjeux assez cruciaux, mais il y a quasiment ou très peu de débats. Il y a eu sans doute des intercabinets en Belgique, il y a sans doute eu quelques discussions parlementaires, mais on a eu le secrétaire d'État à la relance qui a présenté son plan dans les médias, mais il n'y a pas eu de débat contradictoire. Et il y a assez peu de contradictions, justement, par rapport à ce plan de relance. Même au niveau politique, c'est assez, en tout cas, assez inaudible. Et donc, voilà pourquoi on a voulu en discuter ce soir, en discuter avec Damien Piron, à mon extrême droite, professeur de droit des finances publiques à l'UCL, et qui, entre autres, coordonne pour le moment un ouvrage, un séminaire et un ouvrage sur le néolibéralisme en Belgique. Donc c'est aussi par rapport à ça que je l'ai invité, parce que je trouvais que c'est vraiment quelque chose qui nous manque en Belgique, cette histoire du néolibéralisme et ces spécificités belges au néolibéralisme. Et donc voilà, ça vient. Deuxième invité, à ma droite,
Olivier Mallet, qui est enseignant à l'ULB, qui est économiste de formation. Et donc, si Damien Piron va aborder plutôt tout de suite la dimension européenne de la relance, Olivier, qui est membre d'ailleurs de Rethinking Economics également, va plutôt traiter du plan de relance ou des plans de relance belgo-belges. Enfin, à ma gauche, une ex-banquière, chroniqueuse, hein, qui est autrice en tout cas des chroniques d'une ex-banquière, militante. Elle abordera plutôt, donc Aline Farès, abordera plutôt la question du plan de relance et de la relance sous des aspects de création monétaire, le modèle financier qui est sous-jacent à cette relance économique et ce que cela implique évidemment. Donc on va laisser la parole une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes à chacun, et puis on vous laissera, ceux qui le veulent, poser des questions, et on laissera également l'opportunité à chacun des intervenants ou chacune de revenir sur ce qui a été dit dans un second temps. Merci beaucoup et je laisse la parole à Damien pour la première intervention. Merci pour la parole et surtout merci pour l'organisation de cet événement. C'est quand même assez historique puisqu'il y a des étudiants sur un campus pour la première fois depuis très longtemps et c'est très agréable d'être ici en présentiel avec vous. Donc je me réjouis vraiment de l'organisation de cet événement et du débat qu'on va pouvoir avoir sur un sujet qui est central aussi pour les années à venir, mais finalement pas tant discuter que ça. Et donc l'idée c'est de mettre aussi un petit peu en débat ce fameux plan de relance. Donc pour ma part je vais me concentrer sur le plan de relance européen qui chapeaute, si vous voulez, les différents plans de relance nationaux qui seront notamment évoqués par Olivier juste après, en posant finalement une question qui est un peu dérivée de celle qui est posée par les organisateurs de la conférence, pour savoir si on est face finalement à un tournant un peu historique de la politique économique, notamment promue par les institutions européennes, ou simplement face à un nouveau visage du néolibéralisme qui aurait accaparé notamment cette dimension environnementale. Et on va voir qu'il y a du bon dans ce plan, sans doute, mais il y a aussi des éléments dont il faudra tenir compte par la suite. Et je me réjouis aussi des interventions suivantes, notamment sur la mise en œuvre nationale de ce plan et aussi sur le rôle de la finance dans ces questions-là, parce que je pense que ces différents aspects sont très complémentaires. Et donc j'ai une quinzaine, peut-être une vingtaine de minutes pour poser un peu les bases, si vous voulez, de la suite de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Alors... voilà. Bon, puisque c'est la rentrée, juste avant c'était les vacances, donc je ne résiste pas au plaisir de vous partager quelques photos de vacances avec vous. Bon, rien d'extravagant, rassurez-vous, mais je me suis promené un petit peu à Paris cet été et en promenant, je suis tombé face au bâtiment de la Caisse des dépôts, qui est une institution de financement public française. Et vous voyez l'image avec le slogan suivant, « Plan de relance, on a un plan pour que l'école de Julien ne soit plus une passoire thermique ». Et puis en revenant à Bruxelles, je suis passé devant les bâtiments des institutions européennes et on voit cette superbe affiche pour un projet qui s'appelle Next Gen EU. Encore un terme sans doute probablement inconnu pour, peut-être pas vous, mais pour une grande partie du public. Mais Next Gen EU, si vous voulez, c'est le nom commun, populaire du plan de relance européen, qui fait l'objet de déclinaisons nationales et qui insiste notamment sur les aspects énergétiques et de transition écologique. Et donc, je trouve qu'on commence à percevoir, notamment en tout cas dans les capitales européennes, certains signaux de ce plan de relance et de cette volonté de relance économique. La question, c'est évidemment de savoir ce qu'on met derrière cette relance économique, comment on va la financer aussi et quels sont les objectifs qui sont promus. Alors, ce plan de relance, en fait, c'est un aspect spécifique, très visible, un peu plus structurel de réponse des institutions européennes à la crise, à la crise économique, à la crise des finances publiques aussi, qui découle de la crise sanitaire. Alors, il y a eu des réponses monétaires de la Banque Centrale Européenne, l'intervention de la Commission, de la Banque Européenne d'Investissement, du Mécanisme Européen de Stabilité. Tout le monde a joué son rôle d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue budgétaire, on a aussi suspendu, pour le dire rapidement, l'application des règles budgétaires européennes. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la relance telle qu'elle est mise en place et pensée au niveau des institutions européennes.
Et donc, vous retrouvez ce terme Next Generation EU et surtout ce montant que vous avez sans doute beaucoup entendu dans les médias ces derniers mois, ces dernières semaines, 750 milliards d'euros. Donc beaucoup d'argent, même si évidemment on peut relativiser ça aussi un peu à l'échelle européenne. Alors, cet argent, d'où est-ce qu'il vient et à quoi est-ce qu'il va servir? D'abord, peut-être pour mettre un peu en contexte l'adoption de ce plan de relance européen, il faut revenir à l'été passé et un accord qualifié par certains d'historique du Conseil européen sur un double volet en fait. En même temps ou en parallèle au vote du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, le super budget de l'Union européenne pendant 7 ans. À côté de ça, au cours des mêmes négociations, a été trouvé un accord sur un plan de relance, donc comme je l'ai dit, de 750 milliards d'euros supplémentaires sur 3 ans. En tout cas, ça c'est le montant qui est communiqué, mais on va voir que c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc c'est quand même un ajout conséquent aux moyens financiers de l'Union européenne, puisque le montant correspond environ à 5 budgets annuels. Donc à côté de ce cadre financier pluriannuel qui dure 7 ans, on a des montants qui viennent s'ajouter, des montants d'intervention de l'Union européenne qui correspondent à environ 5 budgets annuels. Donc on est vraiment face à une augmentation importante de la capacité d'action de l'Union européenne, on va dire, mais de certaines institutions plus que d'autres. Alors pour arriver à cette décision, il a fallu trancher un certain nombre de nœuds, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux autour desquels se sont disputés les différents États membres. Et c'est ces différents enjeux que je vais essayer de vous présenter et qu'on va évoquer ensemble. La première, c'est simplement la question de l'ampleur du montant et du mode de financement de ce plan de relance. On a parlé de 500 milliards, on a parlé de 750 milliards, mais vous allez voir qu'il y a des variantes. Et ces variantes, elles concernent notamment la place relative, c'est le deuxième point, des subsides et des prêts. Et vous allez voir que c'est une question qui peut paraître un peu technique, mais qu'en fait, c'est un enjeu éminemment politique de savoir comment on va financer ce plan et comment on va financer les plans des États membres au niveau de l'Union européenne. En gros, si on opte pour la logique de subside, eh bien, l'Union européenne donne de l'argent aux États membres. Il y a beaucoup de conditions à remplir, mais c'est de l'argent qui va des caisses de l'Union européenne vers celles des États membres. A l'inverse, si on privilégie des prêts, c'est de l'argent que les États membres vont recevoir, mais qui n'est pas de l'argent gratuit, entre guillemets, parce qu'ils vont devoir le rembourser par la suite. Donc la logique est quand même fondamentalement différente. Et le rapport respectif entre subsides et prêts, donc entre une forme de solidarité et simplement une autre porte de financement, pour certains États membres, a été au cœur de beaucoup de débats. En gros, les pays frugaux, donc vous les connaissez, hein, les Pays-Bas, l'Autriche, Suède, Danemark et Finlande, avaient pour objectif de diminuer le plus possible la part des subsides et plutôt d'aller vers des prêts qui s'écartent de la logique de solidarité accolée aux subsides. Troisième question, quel est le type de programme qu'on va pouvoir financer à travers cette relance européenne? Et les institutions européennes, elles voulaient mettre en avant des projets trans-européens pour contribuer aussi à travers cette relance à façonner un peu plus l'Union européenne. Mais là, ce sont plutôt les États membres qui ont dit qu'ils préféraient plutôt qu'on se base sur des clés de répartition fixes par État, pour savoir ce à quoi ils auraient droit, plutôt que de jouer, si vous voulez, un peu à une loterie européenne, où certains projets transnationaux auraient pu être financés, mais d'autres pas. Donc là, l'avantage de la situation, c'est la lisibilité. L'inconvénient, c'est qu'il y a peut-être certains projets intéressants qui vont passer à la trappe, alors que d'autres, moins intéressants dans d'autres États, vont être financés. Et puis, dernière question, mais qui est quand même la question la plus importante, comment est-ce qu'on répartit finalement cet argent entre les différents États membres? Et vous allez voir que des clés de répartition, de nouveau, qui recouvrent pas mal de compromis politiques, ont été mises en place. Les États membres les plus affectés par la crise auront droit à un peu plus que les autres d'un point de vue proportionnel. Donc ça, ce sont les grandes questions qui se sont posées à l'été 2020, quand il a fallu négocier et décider ce qu'allait être ce plan de relance européen. Donc maintenant que vous avez ça en tête, on va voir un peu plus concrètement comment ces nœuds ont été tranchés. Alors, technologie nous lâche.
Il a l'air trop bien ce PowerPoint. Il est super ce PowerPoint en plus. Bon ben voilà, ce sont les aléas du direct et ça nous avait aussi manqué depuis 1 an et demi. Ça fait partie du jeu, je pense qu'on peut communiquer de toute façon le PowerPoint à ceux qui le désirent. Dommage, il était vraiment super, vous avez raté les autres photos. Mais donc, une des premières questions qui se pose évidemment quand on essaye quand on souhaite financer un plan de relance européen ambitieux de 750 milliards d'euros, c'est comment est-ce qu'on va faire? Parce que évidemment, tout le monde veut cet argent, mais la question c'est aussi qui va financer ce plan. Et en fait, un des principes, un des mécanismes budgétaires dans le cadre de la confection du budget de l'Union européenne, c'est que l'emprunt n'est pas permis. Donc les États membres, entre autres, n'autorisent pas l'Union européenne à emprunter directement dans le cadre de son budget. Par contre, ce qu'on a vu ces dernières années, notamment quand l'Union européenne a voulu répondre à la crise des dettes souveraines, c'est la multiplication d'instruments budgétaires qui sont en dehors du budget de l'Union européenne, mais qui sont tout de même gérés par des institutions européennes. Donc des mécanismes de financement un peu hybrides, avec aussi comme conséquence que ils ne répondent pas aux mêmes garanties, notamment de surveillance démocratique de la part du Parlement européen. Donc ça, c'est un vrai enjeu fondamental du mode de financement du plan de relance européen, c'est qu'il est extra-budgétaire et que, il est surtout entre les mains des exécutifs, donc l'exécutif européen, la Commission et aussi les exécutifs nationaux au sein du Conseil des ministres. Et donc, c'est un premier élément important sur la manière dont ce plan est financé. Et ça a une conséquence, c'est que les moyens du plan de relance ne peuvent servir qu'à financer la relance. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'aller-retour entre la politique de relance en tant que telle et l'ensemble des autres politiques de l'Union européenne. Il y a vraiment un cloisonnement très fort. Et donc concrètement, la Commission européenne a reçu une habilitation exceptionnelle pour emprunter directement sur les marchés des capitaux au nom de l'Union européenne. Donc en gros, la Commission européenne va aller frapper à la porte des institutions financières, et on en parlera sans doute tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier de ressources. Alors, elle a la possibilité d'emprunter cet argent jusqu'en 2026, et elle devra le rembourser intégralement au plus tard en 2058. Mais donc vous voyez que c'est vraiment un projet à très long terme, qui engage la Commission et, par extension, les États membres de l'Union européenne. Mais donc, avec ça, la Commission européenne, vu les montants qu'elle va emprunter sur les marchés financiers au cours des prochaines années, va devenir aussi un acteur vraiment très important sur ces marchés financiers, qui, a priori, va émettre des actifs réputés solides, fiables. C'est l'idée, en tout cas, derrière cette mise en commun, et donc qui vont sans doute être fort demandés par les acteurs financiers. Alors la question, c'est évidemment comment est-ce qu'elle va rembourser cet argent, la Commission. Et donc l'idée, c'est de mettre en place progressivement de nouvelles ressources aux mains de l'Union européenne pour pouvoir lui permettre à terme de continuer à financer ses politiques. Donc à terme, le plan de relance devrait aboutir à une augmentation des ressources de l'Union européenne. Si je veux faire un peu de show, je dis que les ressources propres de l'Union européenne vont pratiquement doubler suite à la mise en œuvre de ces nouveaux instruments. Si je suis un peu plus pessimiste, je dis qu'elles vont passer de 1 à 2% du RNB des États membres, ce qui est quand même encore très très limité. C'est d'autant plus important, ou plutôt controversé, que la plupart des nouveaux instruments fiscaux qui arriveraient dans les mains des institutions européennes n'ont pas encore été adoptés, et certains sont vraiment très controversés. Notamment la taxe sur le numérique, qui va faire l'objet évidemment de beaucoup de débats. La taxe sur les transactions financières est aussi remise sur la table. Alors ce sont évidemment des opportunités importantes pour faire passer ce type d'instrument, mais l'accord pour le moment est politique. Il doit encore faire l'objet vraiment d'une sécurisation juridique. Donc il y a quand même encore pas mal d'incertitudes qui planent sur ces nouvelles ressources européennes. Alors, le plan de relance est composé à 90% en fait, d'un instrument spécifique. Donc si vous devez retenir un des instruments du plan de relance, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle la Facilité pour la reprise et la résilience, FRR. Donc de nouveau encore un acronyme un peu barbare, mais
à lui seul, ce dispositif rassemble 90% des moyens de la relance. Donc en gros, la relance, c'est la facilité pour la reprise et la résilience. Donc c'est quand même important, je trouve, de passer un peu de temps dessus pour comprendre comment elle fonctionne. Et elle se compose, et là vous allez rater un super graphique, de 2 grands volets, de nouveau, qui renvoient à la tension que j'avais soulignée tout à l'heure. J'ai peut-être été saboté par nos amis. Un volet subvention et un volet prêt, qui répondent à 2 logiques différentes. Un point quand même important, ça concerne la répartition des moyens entre les 2 volets. Les subventions, on est à environ 50-50, mais il y a un peu plus de prêts que de subventions. Et surtout, c'est important parce que tous les États membres ont sollicité les subventions. Donc tous ces montants-là vont être utilisés. Par contre, les prêts, en fait, il y a plein d'États membres, et je pense qu'on reviendra là-dessus après, qui ont un accès très facile pour le moment au marché des capitaux. Et donc qui n'ont pas besoin d'avoir des prêts à des conditions avantageuses auprès des institutions européennes. Donc, il y a quand même, je regarde les chiffres pour être tout à fait exact, 360 milliards d'euros qui sont supposés passer par des prêts accordés par la Commission européenne aux États membres qui le désirent. Mais en fait, dans la pratique, un État membre comme la Belgique, mais comme plein d'autres, en fait, n'ont pas besoin de ce montant-là. Et donc, une question vraiment fondamentale, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces 360 milliards qui font partie, si vous voulez, du paquet global, mais qui risque de ne pas être sollicité en grande partie par beaucoup d'États. Et donc là, il y a encore une grande incertitude. Moi, j'ai rien lu à ce sujet sur ce qu'on va faire de cet argent. Est-ce qu'on va éventuellement le transformer en subside ou est-ce que c'est simplement la moitié, plus de la moitié de l'enveloppe qui va en fait tomber à la trappe. C'est un enjeu vraiment fondamental pour la suite. À côté de ça, les États membres se sont précipités et se réjouissent de recevoir aussi des subventions, donc vraiment une enveloppe de la part des institutions européennes, qui constitue ici un soutien financier non remboursable. Donc on leur donne l'argent, mais il n'y a pas ce retour qu'on retrouve pour les prêts. Et donc il y a différents critères qui ont été pris en compte, notamment quand même un critère de population pour que les grands États aient quand même aussi une enveloppe importante, mais aussi 2 critères qui sont plus redistributifs. Le rapport inverse entre le PIB et le nombre d'habitants, c'est-à-dire en gros que les États dont la situation économique est la plus précaire, proportionnellement à la population, reçoivent plus que les États qui vont très bien. Donc premier mécanisme de répartition. Puis deuxième mécanisme de répartition, le chômage dans les États membres, dans un premier temps, et puis les effets, une fois qu'ils auront été concrètement mesurés, de la crise du coronavirus sur le produit intérieur brut, donc l'activité économique des États membres. Donc on tient compte de cette manière d'une modalité de redistribution et aussi des effets concrets de la crise sur les États membres. Alors là, j'avais un super graphique qui montrait la répartition géographique en fait de ces moyens européens. Et en fait, ce qu'on voit dans le graphique que vous verrez sur les slides, c'est qu'il y a très clairement un effet qui vise à favoriser 2 types d'États. Ce sont les États plutôt méditerranéens, les États du Sud, et puis les États d'Europe centrale et orientale. Donc, c'est vraiment très clair sur le graphique qu'il y a un effet redistributif, si vous voulez, du centre vers une certaine périphérie, ce qui montre la volonté aussi d'une certaine redistribution à travers ce véhicule. Alors une question importante, c'est la question de la relance et de là ou des transitions, avec 2 types de transitions. Je vais d'abord parler peut-être rapidement de la transition numérique, puisque en fait les États membres devaient consacrer 20% de leur projet d'investissement à la transition numérique. Et la question qui se pose par rapport à ça, c'est de savoir dans quelle mesure c'est vraiment souhaitable. Parce que notamment quand on lit les projets qui risquent d'être financés, il y a cette volonté de couverture totale du territoire ou d'une grande partie du territoire par la 5G. Et donc à travers ce plan, on finance aussi des politiques publiques sans qu'elles soient mises, ou on incite en tout cas à financer des politiques publiques, sans nécessairement les mettre en débat. Et ça, c'est quand même un sujet très, très contentieux. Donc, attention quand même aux effets induits par le plan. La deuxième transition qui est favorisée, elle est quand même un peu plus consensuelle, c'est la transition verte, avec cet objectif que les projets déposés par les États membres doivent être consacrés au moins à 37% à cette transition verte.
et qu'en plus les projets qui sont présentés ne peuvent pas causer de préjudice important. Donc en gros, on ne peut pas prendre l'argent européen pour aller financer, je sais pas moi, la mise en place de nouvelles centrales hyper polluantes. Ça prend place dans le cadre des objectifs de l'Union européenne, mais une première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on calcule concrètement ce seuil de 37%? Et les institutions européennes disent qu'en fait, il est largement dépassé, mais d'autres analyses, un peu plus restrictives, montrent qu'on peut discuter quand même de savoir si certains investissements sont réellement verts ou non. Par ailleurs, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi largement trop peu d'argent pour arriver effectivement aux objectifs que l'Union européenne s'est fixés. Et donc, ça implique que les gouvernements nationaux, d'une part, et dans la logique européenne aussi les entreprises privées, se saisissent de cette logique de relance pour venir la compléter à travers, elles aussi, des investissements donc publics ou privés qui permettraient d'atteindre cet objectif, dans une logique d'incitation et d'effet de levier avec l'argent européen. Et puis un dernier point, mais qui sera sans doute abordé un peu plus par la suite, ça concerne l'émission de certificats du trésor vert par la Commission européenne, c'est-à-dire qu'une partie des bons du trésor que la Commission va mettre sur le marché pour recevoir du financement, ces bons vont devoir être utilisés exclusivement à la transition énergétique, au financement de projets de transition énergétique. Alors ça paraît une bonne idée sur le papier, mais ça pose quand même une question qui est assez fondamentale, c'est de savoir si concrètement, et jusqu'à présent on n'en a pas vraiment encore donné la preuve, la transition écologique est bien soluble dans le capitalisme. Et puis, dernier point avant de conclure, c'est que dans le cadre de la rédaction de leur plan, les États membres doivent respecter un certain nombre de conditions, notamment en lien avec la gouvernance économique et budgétaire qui prend place au niveau de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, l'influence des recommandations, notamment de la Commission et du Conseil aux États membres, est largement renforcée. Et donc, la Belgique, par exemple, dans le cadre de son plan de relance, a dû montrer qu'elle mettait en place une analyse de ses dépenses budgétaires pour bien démontrer qu'elle peut essayer de faire des économies dans d'autres projets de dépenses. Donc vous voyez comment, à travers l'incitant financier du plan de relance, les institutions européennes ont maintenant la capacité de mettre en avant certains de leurs propres objectifs politiques. On a parlé du déploiement de la 5G, on peut parler aussi de la mise en œuvre de certains instruments de réforme budgétaire. Puis par ailleurs, l'accent doit être quand même mis sur des recettes qui ne sont pas totalement nouvelles. Il faut démontrer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique et sociale. Autant dire qu'on ne parle pas beaucoup de refinancement des hôpitaux ou de certains services sociaux. Et donc, en guise de conclusion, ce plan de relance, il est assez ambigu. Et c'était ma plus belle slide. Parce que d'un côté, on parle de relance, on parle de subsides, de solidarité, d'écologie. Donc ce sont des termes qu'a priori, on va accueillir à bras ouverts. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, on voit quand même aussi que la logique de pensée des institutions européennes n'a pas fondamentalement changé à travers ce plan de relance. On est toujours dans une logique de conditionnalité, donc on donne l'argent à condition que vous respectiez les objectifs politiques de l'Union européenne, notamment que vous fassiez ce qu'on vous demande. On est toujours dans une logique de financiarisation. L'Union européenne va se financer sur les marchés pour payer sa relance, avec les effets que ça peut impliquer également. Et on ne sort pas fondamentalement du paradigme de la compétitivité. L'objectif, c'est que les États membres utilisent cet argent-là pour renforcer leur potentiel de croissance économique et donc en fait sortent renforcés en termes de compétitivité économique, pas nécessairement de solidarité au sein de la société ou même entre les différents États membres. Et donc, pour terminer avec quelques questions qu'on peut se poser, je pense qu'il est important de continuer à se poser dans la suite, c'est de savoir finalement vers où va cette relance, pour qui est faite cette relance, et puis quelle sera la cohérence globale des différentes politiques menées, et plus généralement la place de ce plan de relance dans l'architecture de l'Union européenne. Parce que faire un plan de relance, c'est bien beau, mais si on renforce les exigences, par exemple budgétaires, qu'on continue à mettre l'accent sur la compétitivité économique,
et le dumping social, pour le dire simplement. Finalement, le plan de relance, il sera bien beau, ce sera un bel étendard, mais fondamentalement, les choses n'auront pas beaucoup changé. Et donc, il sera vraiment important, je pense, au cours des mois et des années à venir, de suivre la mise en œuvre concrète de ce plan de relance pour bien en cibler les effets. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je me réjouis de débattre avec vous par la suite. Merci beaucoup, Damien, c'était très clair. Juste avant de laisser la parole à Olivier, j'ai manqué à mon devoir en introduisant cette conférence. J'excuse Christine Mailly, qui est souffrante, qui donc n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Elle s'excuse elle-même. Voilà, je tenais à le dire parce que j'ai complètement oublié de le dire en introduction. Olivier, c'est à toi. Bien, le PowerPoint marche pas pour moi non plus, mais j'aime mieux parler debout que assis. Et surtout que ça faisait 2 ans que j'ai plus pu parler en vrai devant des gens, donc voilà. Alors, je vais plutôt vous parler des aspects belges du plan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan et comment l'analyser avec une grille de lecture philosophie économique, on va dire ça comme ça. Alors, pour commencer, je voudrais tordre le cou à une idée qu'on a très souvent entendue autour de ce plan de relance et autour de la relance en général. C'est selon laquelle la relance ou l'investissement public serait une doctrine économique plutôt keynésienne ou, dans des mots plus courants, en faveur de la population, avec une connotation plus sociale, davantage sensible au sort des travailleurs ou des plus défavorisés. Mon premier point, ça va être de déconstruire cette idée. Alors d'abord, Keynes, c'est un penseur des années 30, qui a commencé à se faire connaître dans les années 30, et sa doctrine peut être résumée à la grande brosse par le fait qu'il est favorable à une intervention de l'État dans l'économie, de manière à stabiliser l'économie et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Alors, les plans de relance, ils existent depuis bien avant Keynes. Déjà du temps d'Antiquité, on en faisait. Quand on a créé les institutions capitalistes en France au XVIIe siècle, ce qu'on appelait le colbertisme, l'idée c'était que l'État investisse massivement pour créer des fabriques, des biens et services de l'époque. Quand en Belgique on a créé les chemins de fer, c'est l'État qui a financé les chemins de fer via de l'investissement public et ils étaient exploités par des entreprises privées. Quand au XXe siècle il y a eu la grande crise de 29, en Allemagne on en est sorti par des plans de relance faits par Hitler, aux États-Unis par Roosevelt. Aucun des deux ne connaissait Keynes ni ne suivait ses doctrines économiques. Alors, si dans l'histoire on fait régulièrement des plans de relance, et singulièrement quand il y a une crise, c'est pas forcément par volonté d'être plus social, on n'était pas au XIXe siècle, ni au XVIIIe, ni au XVIIe, c'est plutôt le témoin que lorsqu'il y a une crise, les élites politiques et économiques doivent choisir entre maintenir un semblant d'ordre social et économique ou entrer dans le chaos. Et les plans de relance, c'est une manière d'éviter le chaos et de conserver un certain ordre. Hors des crises, les plans de relance sont plutôt la manifestation du fait que les élites économiques pensent qu'il est plus efficace économiquement de mettre une partie des ressources en commun et d'investir via l'État, donc comme représentant de l'investissement économique national, plutôt que d'investir chaque entreprise séparément. Et donc c'est une manière de coordonner davantage le capitalisme, ou plutôt qu'il y a une individualisation de l'investissement au niveau de chaque entreprise, l'investissement se fait au niveau étatique. Et il y a des périodes de l'histoire où le monde industriel préfère qu'il y ait des investissements étatiques importants, et d'autres périodes de l'histoire où il préfère que les investissements se fassent au niveau des entreprises. Alors, singulièrement en Belgique et en Allemagne, depuis 30-40 ans, on n'avait plus trop d'investissements publics. Mais dans l'histoire, c'était très fréquemment le cas, et dans d'autres pays aussi. Aux États-Unis, après la crise de 2008, on a investi des milliers de milliards de dollars pour relancer l'économie. Ce n'est pas pour autant que c'est social, okay, ou que c'est davantage même keynésien ou en faveur du monde du travail. De manière générale, l'intervention de l'État dans l'économie n'est pas forcément protectrice des plus faibles. Tout dépend de quelle intervention de l'État on parle. Si c'est l'intervention de l'État pour construire des grandes statues à la gloire du prince, construire un complexe militaire industriel ou pour subsidier les grandes entreprises, ce n'est pas forcément une politique de gauche. Si au contraire l'intervention de l'État c'est fabriquer des logements sociaux, fabriquer un réseau d'égouts dans les quartiers populaires, etc., là oui. Mais donc l'important, le marqueur idéologique de l'époque contemporaine ne doit pas être est-ce qu'il y a plus ou moins d'État, est-ce qu'il y a plus ou moins de plans de relance dans l'économie, mais quel type de relance on fait, dans quoi on investit et à qui ça bénéficie. Okay, et donc le reste de mon intervention va se focaliser là-dessus.
Alors, quelle est la spécificité du plan de relance belge? Première spécificité, 50% de l'argent va dans des projets de transition écologique. C'est la première fois qu'on a un plan de relance de ce type-là. Avant, les plans de relance étaient plutôt, on va construire des choses, des routes, des bâtiments, des égouts, certains positifs. Parfois, c'était simplement pour dire, on injecte de l'argent dans l'économie et on espère qu'il en ressorte plus au bout du tunnel. Alors ça, c'est un premier point positif. Alors, est-ce qu'on le fait pour le climat, ces investissements écologiques? Pas forcément. Par exemple, on va créer une quantité incroyable de bornes de rechargement d'électricité pour les voitures électriques. Ça, il y a un enjeu économique derrière. Hein. C'est passer d'une industrie électrique plutôt pétrolière à une industrie électrique, une industrie des voitures électriques. Actuellement, il n'y a aucun impact sur le CO2 par rapport à ça. Mais d'un point de vue industriel, on pense que c'est une bonne chose que l'Europe se positionne de manière compétitive dans le monde et soit la première à développer une industrie de voitures électriques. Par exemple, on va devenir un pays de pointe en énergie hydrogène. Hein, l'énergie hydrogène, c'est du gaz ou du liquide qu'on charge avec de l'énergie, qui devient du coup un vecteur d'énergie qu'on peut stocker et transporter. C'est super bien pour faire du carburant, hein, et c'est super bien pour les éoliennes. Quand elles ne produisent pas, on peut stocker l'énergie quand elles produisent et la réutiliser quand il n'y a pas de vent. Mais l'énergie hydrogène aujourd'hui n'est pas verte. L'énergie hydrogène, elle n'est verte que quand elle est produite à partir de renouvelables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là aussi, il y a un enjeu industriel derrière. Devenir la première économie européenne, en tout cas que l'Europe devienne le premier continent à passer à l'énergie hydrogène. Donc dans beaucoup de projets, on retrouve ça. Et singulièrement dans tout ce qui est réduction de l'empreinte énergétique. Hein, quand on isole les bâtiments, on réduit l'empreinte énergétique aussi. Où là, l'idée, c'est de diminuer notre dépendance par rapport aux pays pétroliers d'un côté, qui ne sont pas forcément nos amis, et par rapport à la Russie pour le gaz, avec lesquels on a parfois des tensions géopolitiques. À côté de ça, il y a des projets écologiques qui sont vraiment pour l'écologie. Hein, fabriquer plus de pistes cyclables, des parkings à vélo, réinvestir dans les trains, créer un tram, un métro à Charleroi. Donc tout ça, c'est pour vraiment l'écologie. Mais toute une partie des projets, il y a une dimension économique et géostratégique derrière. Je dis ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. Je trouve positif qu'on fasse de l'écologie qui soit en même temps, qui concourt à d'autres objectifs. Ça, c'était mon point 2. Donc, un plan écologique. Et c'est la première fois. Point 3, c'est qu'on va créer des industries de pointe dans les technologies vertes. L'hydrogène, d'une part. On va aussi renforcer les éoliennes offshore, donc les éoliennes dans la mer du Nord. On va aussi subsidier massivement les industries qui veulent changer de processus technologiques, changer de machines pour les rendre plus vertes. Et donc avoir des industries de pointe vertes. Donc une bonne partie des financements du plan, ça va dans cette direction-là. Alors, on peut critiquer ça parce que ce sera beaucoup de subsides au privé. Ce sera le dernier point de mon intervention. Mais aussi, on peut trouver ça positif. On sort d'une vision d'écologie qui est individualiste, où on dit aux gens prenez des douches courtes, consommez bio, etc., pour changer le secteur énergétique, changer le secteur de la mobilité de manière collective et changer le secteur industriel. Et ces trois secteurs-là forment environ 60% de nos émissions de CO2. Donc, il y a un changement de paradigme là derrière que je trouve tout à fait positif. Il y a aussi derrière sa constitution de nouveaux clusters industriels, la volonté que ultérieurement on développe des industries et que ça rapporte à la fois de l'argent pour les caisses de l'État et des emplois pour employer les gens. Ça, c'est un pari, on n'en sait rien. Enfin, on peut faire des estimations, mais c'est un peu des estimations Madame Soleil. Alors, point négatif, il y a seulement 3% du budget pour le social. Et ça sera uniquement dans la création de crèches et de logements sociaux. Mais c'est quand même très peu. Si on voulait un plan qui prenne en compte la dimension sociale, on aurait dû massivement construire des logements sociaux, réhabiliter toute une série d'infrastructures dans les quartiers populaires, ce qui se fait en partie, mais pas tellement. On aurait dû réinvestir dans les hôpitaux. On a bien vu avec la crise Covid qu'il y a un sous-investissement drastique dans les hôpitaux. Donc ce plan néglige complètement la dimension sociale. L'essentiel du social qu'il fait, en plus de la construction de crèches et de logements sociaux, c'est de la formation pour chômeurs ou de la digitalisation du numérique. Donc eux classent ça dans le social, mais pour moi, ce n'est pas forcément du social. Je ne sais même pas si ça va apporter des effets positifs. Alors aussi au niveau des impacts, le Bureau fédéral du plan a calculé les impacts de ce plan de relance. Il a comptabilisé 2300 emplois qui seraient créés sur un horizon de 20 ans, ce qui est très faible. Donc, une manière d'être social, enfin de résoudre le problème de la pauvreté, c'est aussi de créer de l'emploi. Malheureusement, ce plan ne le fera pas. La Commission européenne n'est plus
Clémente, elle anticipe 16 000 créations d'emplois. Vu le coût du plan de relance, c'est quand même très très peu. Alors, si il y a un aspect écologique, il n'y a pas très haut d'aspect social, l'aspect économique est très présent. Les estimations du bureau du plan comptent que sur les 6 milliards d'euros investis par l'Europe, il n'a pas évalué le reste, les 7 autres milliards, ça rapportera dans un horizon de 20 ans 17 milliards d'euros en création de richesse économique, dont 4 milliards d'euros reviendront à l'État belge sous forme des prélèvements fiscaux différents. Mais donc il faut se dire, on investit 6 milliards, ça crée 17 milliards d'euros de richesse, et ça en rapporte 4 milliards à l'État. Donc l'État ne payera, enfin la Commission européenne, si c'était elle qui recevait l'argent, n'aurait au final payé que 2 milliards. C'est extrêmement rentable d'un point de vue économique. C'est extrêmement positif qu'un plan soit extrêmement rentable, surtout s'il permet en même temps de faire une partie de la transition écologique. Alors, du coup, ça pointe une question, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Le Fonds monétaire international dit qu'il ne faudrait pas investir 2,2 milliards sur 2 ans, comme on le fait actuellement, par an. C'est le montant du plan de relance rapporté annuellement. Il dit qu'il faudrait investir 7 milliards d'euros. Donc, un plan de relance 3 à 4 fois plus important. Donc, ce n'est pas les projets du gouvernement de faire un plan de relance plus grand. À mon avis, c'est qu'il y a une frilosité avec l'intervention étatique qui demeure encore dans la tête des gouvernements et la peur d'une dette trop importante. Alors, il me reste 2 points. Le premier, c'est qui va bénéficier de ce plan. Donc, l'écologie, on a entendu, j'en ai parlé. Deuxièmement, l'État belge. Donc, la moitié des investissements sont des investissements publics dans du capital public, dans des bâtiments publics, dans des infrastructures publiques, qui restent sous contrôle démocratique. L'État se renforce d'une certaine manière, comme ça. Et donc, l'État est un des gagnants de ce plan. Est-ce que la population sera directement un gagnant du plan ? Pas vraiment, pas très peu de création d'emplois, très peu de... les retombées directes sur la population seront faibles. L'autre grand gagnant, ce sont les entreprises privées. Donc 33% des dépenses sont des dépenses qui sont directement du financement ou des subsides à des grandes entreprises privées, principalement dans le secteur de l'énergie. Ça, c'est plus critiquable. Qu'est-ce que ça veut dire en filigrane ? Même avant de dire ça, c'est que beaucoup des projets qui visent à accroître le capital public sont en fait des projets qui visent à aider le privé. Quand on va créer des grands pipelines d'hydrogène du nord au sud du pays, d'est en ouest. Ces pipelines seront utilisés quasi uniquement par des entreprises privées. Donc d'une certaine manière, c'est un subside, ok, c'est du capital public, mais c'est un subside aux entreprises privées, sans lequel elles auraient dû elles-mêmes financer la construction des pipelines, ce qui aurait amoindri leurs bénéfices et du coup les dividendes versés aux actionnaires en bout de course. Et donc, de la même manière qu'on va mettre de la fibre optique dans les grands clusters commerciaux et industriels, c'est un subside au privé, même si c'est du capital public. Et donc, par bien des égards, une partie de l'argent du plan de relance sert à diminuer les coûts pour les entreprises, et donc à augmenter leurs bénéfices, et donc à augmenter les dividendes versés en bout de course aux actionnaires. Et donc, ce plan de relance sera en partie un transfert d'argent des contribuables vers les actionnaires. Alors, d'un point de vue d'une économie capitaliste, c'est le fonctionnement. On ne fait pas sans actionnaires dans une économie capitaliste. Donc c'est quelque part le coût du capitalisme, c'est la part de l'argent public qui sera investi, qui aboutira dans la poche des actionnaires. Dans une économie socialiste, on considère qu'il faudrait plutôt socialiser le secteur de l'énergie, de manière à éviter que la transition écologique nécessite cette ponction d'argent public dans des poches privées. Et ça, c'est le débat politique autour du plan de relance. C'est un plan qui, à bien des égards, est positif puisqu'il permet de financer des choses qui n'auraient pas été financées par le privé, mais qui a comme coût qu'on va faire un transfert d'argent du contribuable dans les poches d'actionnaires privés. Alors, qui va le payer, ce plan ? Il y a plusieurs écoles en économie. Certains pensent qu'il y a moyen de faire un plan de relance et que personne ne le paye. Parce que soit on emprunte et on ne remboursera jamais, soit parce que la croissance sera suffisante pour rembourser le plan. Alors pour ce plan-ci, c'est peut-être possible que la croissance qu'il générera remboursera une grande partie du plan. Mais si on prend une perspective plus large, on a créé 60 milliards d'euros de dettes pendant le Covid, pour moitié à cause des mesures de relance, pour moitié parce qu'il y a eu moins de recettes fiscales. Ces 60 milliards d'euros ne seront jamais remboursés par le plan. Donc qui va payer la facture de la crise Covid ? Je crois que ça devrait être des gens qui payeront. Je ne pense pas qu'on arrivera à se débarrasser miraculeusement d'une dette
en la perpétualisant, en l'envoyant en l'Europe. Et là, il n'y a pas mille choix quand il faut payer une dette. Soit c'est le capital qui paiera une dette, via une taxe sur les plus fortunés. Et à cet égard, l'économiste de la KUL, Paul de Grauw, il propose une taxe exceptionnelle de crise. Je retrouve le montant. C'est 5% des plus... on taxerait les 5% les plus fortunés en Belgique à hauteur de 2% de leur patrimoine. Et calcule que ça rapporterait 11 milliards d'euros par an à l'État, ce qui permettrait de rembourser l'ensemble de la dette Covid en 6 ans. Ça, c'est une possibilité. S'il faut payer la dette, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le monde du travail paye. Et c'est la possibilité qui a été suivie après 2008, qui n'a pas fait forcément du bien à l'économie, d'ailleurs, et surtout d'un point de vue social qui a été problématique. C'était les 500 millions d'euros en moins dans la SNCB, c'était en partie le relèvement de l'âge des pensions, puisque l'État n'a pas pu compenser la sécurité sociale. C'était toute une série de réformes qui ont coûté à la population fortement. Et donc je pense que qui paiera, on a le choix sociétal entre l'une ou l'autre voie. Et si on continue dans le business as usual, c'est la population qui paiera. Et si on veut que ce soit le capital qui paye, il n'y a eu qu'une seule phase historique où il a payé. C'était la phase entre les années 50 et les années 75. C'est quand il y a eu des grandes mobilisations populaires du monde du travail, impulsées en partie par les syndicats, en partie impulsées par la crainte du communisme à l'époque, en partie impulsées par la résistance communiste de l'époque et après la guerre. Et c'est des grands mouvements de contestation populaire qui ont permis de faire shifter le climat politique de manière à ce que ce ne soit pas la population qui paye la dette après la crise de la Seconde Guerre mondiale, mais les plus fortunés. Et donc si on veut que cette situation arrive, il faut un changement évidemment dans les mentalités et dans le rapport aux gens, à la mobilisation et à leurs syndicats dans leur travail. Voilà, je termine là-dessus et je me réjouirai d'entendre vos commentaires tout à l'heure. Merci Olivier. Sans transition. C'est parti. C'est parti. Ouais. Je dois parler près de ça ou pas forcément? Comme ça va. Comme ça, c'est bien. Bon, pardonnez-moi, j'ai raté mon impression et donc du coup, mes notes sont sur mon téléphone. C'est pas très pratique, mais ça va aller. D'où l'importance de la transition numérique et de son financement. Merci Bruno. Bon, moi je vais commencer par partager un petit truc que j'avais lu sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement, où on commençait déjà à entendre parler de la relance. Je crois qu'il n'a pas fallu 2 mois pour qu'on nous parle de relance ou qu'on entende cette petite musique arriver. Et il y a un type qui avait mis sur son mur la relance, mais qu'on la relance bien, bien loin et qu'elle ne revienne jamais. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal parce que ça parle de qu'est-ce qu'on est occupé à relancer et toutes les questions que ça pose, quoi. C'est la relance de la surproduction, c'est la relance de la hausse des prix de l'immobilier et donc des prix des logements et des prix de la terre. C'est la relance de la bétonisation des terres, c'est la relance du gaspillage, c'est la relance de la pollution, de l'air, des sols, etc. Donc, la relance des expulsions domiciliaires aussi, la relance des faillites, ça c'est pour bientôt quand ça va repartir, la relance du chômage, la relance de la dette publique, du surendettement généralisé, enfin voilà, ça donne envie, quoi. Alors, c'est vrai que les objectifs du programme de relance, ils ont beaucoup été posés en termes de PIB, et on sait que le PIB, il est directement corrélé aux émissions de CO2, puisque... moi, je ne vais pas me lancer dans cette explication-là, mais en gros, il y a un économiste qui s'appelle Éloi Laurent qui l'explique très bien. Et du coup, cette mesure-là n'apporte aucune information sur les dimensions sociales et écologiques, finalement. Mais c'est la mesure principale pour définir si oui ou non le plan de relance est effectif, si oui ou non il faut ajuster le montant du plan de relance. Aussi, on l'a vu, je crois que c'était il y a 2 jours qu'il y a eu une annonce ici en Belgique que probablement l'enveloppe qui serait distribuée pour la Belgique va diminuer de 750 millions parce qu'en fait, on a des super performances en termes de croissance en Belgique. Donc, voilà. Alors, par ailleurs, il n'y a pas d'objectif redistributif dans ce plan de relance. Je pense qu'on l'a bien senti avec ce que vous avez raconté et détaillé. Au contraire, alors qu'en fait, on est dans une période où on a besoin de considérer les priorités sociales et écologiques et pas tant autre chose. Et donc, c'est ça que je vais développer en passant à travers rapidement
Les questions que pose le fait que ce plan soit financé par de la dette, en détaillant très rapidement qui achète la dette, qu'est-ce que ça implique en termes d'exigences qui sont imposées aux États et aux populations surtout, et peut-être brosser rapidement, pour ajouter à ce qu'amenait Olivier, les autres options que la dette comme financement pour tous les besoins de la période. Donc ce plan de relance qui s'appelle quand même plan de relance et de résilience, on oublie souvent de le dire, il est fondé en fait sur les mêmes logiques que les plans précédents. Donc il y a eu le plan de 2008-2009, il y a eu un plan en 2011, et puis il y a eu les plans de sauvetage. Donc je mélange plan de sauvetage et plan de relance parce que bon, finalement ça se ressemble fort. Il y a eu les plans de sauvetage en 2008, en 2011, il y en a eu un autre énorme en 2020. Qui a très fortement bénéficié, notamment au secteur financier. Je pourrais y venir après si vous voulez. Il est passé par une création monétaire massive, colossale. On a vu les chiffres qui ont été montrés par Damien. Ça passe, et le problème de cette création monétaire massive, c'est qu'elle passe toujours encore par les mêmes tuyauteries. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait une création monétaire nouvelle, mais qui va passer par un système contraint, renouvelé, qui fonctionne mieux, plus redistributif, etc., plus vertueux à plein d'égards. Non, le système financier, qui est donc la courroie de transmission principale de ces plans de sauvetage, plans de relance, etc., eh bien ce système financier, il n'a pas bougé depuis 2008. Il fonctionne exactement de la même façon. Et donc, du coup, même cause, mêmes effets, inégalité, destruction des écosystèmes, gaspillage, exploitation, etc. Donc, on relance la même machine sans changer les structures sociales. Et c'est vrai que c'est très dommage que Christine Maï ne soit pas là, puisque elle nous aurait permis d'ajouter à cette analyse-là. Mais juste pour la citer, elle disait il n'y a pas très longtemps dans un article que un des gros enjeux, un des gros problèmes posés par ce genre de plan qui se base sur les structures économiques existantes et sur les structures financières existantes, c'est qu'il continue de considérer la pauvreté comme un problème individuel. C'est-à-dire que, comme par magie, si on continue de faire tourner la machine, eh bien les pauvres sortiront de la pauvreté et tout ira bien. Le problème, c'est que cette machine est une machine à produire des inégalités. Alors, le mode de financement, il y a une chose qui est intéressante quand on pense à comment est-ce que les États européens et la Commission européenne peuvent emprunter des quantités tellement importantes d'argent, comment elles arrivent à attirer des investisseurs alors qu'elles sont déjà surendettées et alors que les taux sont très bas, voire négatifs. Eh bien, il faut pour ça, pour qu'il y ait des financements colossaux qui leur arrivent, il faut que le plan qu'il y a derrière rassure les investisseurs. Il faut qu'ils soient sûrs de récupérer leur argent. Il faut qu'ils soient contents de la façon dont on va gérer cet argent. Et en fait, un des critères, c'est que ce soit de la bonne dette, selon les investisseurs. Et de la bonne dette, c'est clairement pas d'aller payer des nouveaux hôpitaux, ou de renforcer les salaires dans les soins de santé, ou de recruter davantage de fonctionnaires. Ça, ce ne serait pas de la bonne dette. Ça, ce n'est pas de l'investissement. Pour que ce soit de la bonne dette, ça doit être tout un tas de projets comme vous les avez détaillés, mais de nouvelles constructions, c'est de la 5G, après qualitativement ça peut être différentes sortes de choses, mais c'est du nouveau construit. C'est pas des dépenses de fonctionnement de l'État par exemple. C'est pas du renforcement de la sécurité sociale. Ça ne peut pas être tout ça parce que ça marcherait pas en fait pour rameuter du capital. Ça ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Marie Viennot, qui est une journaliste de France Culture, qui a fait un très chouette billet qui s'appelle « La bonne dette de la Commission européenne » en juin 2021. C'est très bien. Ça dure 4 minutes, c'est hyper clair. L'autre chose, c'est que la Commission, les États n'ont aucune idée pour l'instant de comment ils vont rembourser cette dette. On a vu, toute cette discussion, elle est reportée. De toute façon, c'est pour 2027-2057, c'est ça ? Donc on a bien le temps.
On verra à ce moment-là. Et donc, de nouveau, cette incertitude-là n'a pas effrayé les investisseurs. Pourquoi ? Parce que c'est une dette qui finance de l'investissement. Donc, il faut voir la sémantique aussi, hein, investir dans la santé, investir dans je sais pas, l'éducation ou que sais-je. Ça, c'est pas de l'investissement selon cette logique-là. Donc dans sa construction même, en fait, dans son financement même, le plan de relance, il ne peut pas apporter de réponse à la crise sociale, il ne peut pas apporter de réponse à la crise sanitaire, et il ne peut pas apporter de la réponse à la crise écologique, en fait. Il apporte des réponses aux investisseurs. Et je vais étayer ça en passant à mon point suivant, qui est qui achète la dette. Qui achète cette dette qui ne paye rien du tout, enfin qui ne paye pas d'intérêt, quoi. Eh bien, en fait, c'est forcément, hein, c'est ceux qui ont accumulé énormément de capital. En fait, il y a plusieurs processus qui conduisent à ces accumulations massives de capital. Donc, accumulation qu'on voit, par exemple, quand on entend régulièrement les publications des nouveaux milliardaires. Là, il y en a toujours plus chaque année. Leur fortune fait tourner la tête. On comprend même plus ce que ça représente. Bon, il y a des grosses accumulations de capital. Cet argent, mais également le capital qui est rassemblé au sein de tout un tas de véhicules collectifs comme les pensions complémentaires, l'épargne-pension en Belgique, les SICAV, les produits de placement. Donc à chaque fois qu'on vous dit « mais non, c'est important, gardez votre argent en sécurité, préparez votre pension, faites ça de manière... sécurisé, on ne sait pas ce que vont devenir les retraites par répartition, donc les retraites publiques, donc vous devez faire votre petit paquet vous-même. Ça part sur les marchés financiers. Et ça n'arrête pas d'augmenter parce qu'il y a une incitation très forte et de l'État et des financiers. Mais c'est la même chose pour d'autres aspects. Par exemple, on vous dit, en fait, votre épargne, si vous avez de la chance d'en avoir un petit peu, ou même beaucoup, eh bien, votre épargne, ça ne rapporte rien si vous la laissez à la banque. En revanche, si vous la mettez sur les marchés financiers, là, ça peut rapporter. Tout cet argent, donc celui qui est accumulé en prévision des années futures, celui qui est accumulé comme bas de laine, tout ça, ça se rajoute aussi à ces masses de capitaux. Ça se rajoute aux masses de capitaux des personnes les plus riches, avec tout cet effet d'embrigadement qui est tout à fait problématique. Mais bref, tout ce capital cherche des débouchés. Donc il y en a plein, des débouchés. C'est ça la pression du capital qu'on constate dans tous les pans de nos existences tous les jours. Cette pression du capital est extrêmement forte, mais dans des périodes assez perturbées, comme visiblement ça va être la norme, vu que ça dure et que ça ne fait que simplifier, eh bien les capitalistes cherchent, les investisseurs cherchent des investissements sûrs. C'est-à-dire des endroits où ils peuvent poser leur argent et a priori, même si ça ne rapporte pas d'intérêt, au moins ils sont sûrs de le récupérer, quoi. Il y a plusieurs types d'investissements qui remplissent cette fonction-là. La dette publique remplit cette fonction-là. Et donc il y a un grand appétit pour la dette publique. Il y a un grand appétit pour la dette publique et donc il est facile pour l'Union européenne, pour les États européens, d'emprunter d'énormes quantités d'argent au point de se demander si la moitié ils vont finalement l'utiliser ou pas. Enfin bref, on n'est pas à 100 milliards près, quoi. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que sinon je vais complètement déborder. Et donc, une des raisons pour lesquelles tout ce capital continue de grossir et est toujours si important, c'est que toutes les structures qui permettent son accumulation, qui permettent sa reproduction, sont toujours là. Elles ont été sauvées. Elles ont été sauvées en 2008, elles ont été sauvées en 2011, elles ont été sauvées en 2020. C'est vraiment un des résultats direct du sauvetage des banques en 2008, du sauvetage de toutes les institutions financières qui y sont liées, enfin de tout l'appareil financier qui est au cœur du fonctionnement du système capitaliste. Alors à partir du moment où il y a des investisseurs qui achètent la dette des États, eh bien, ils ont des exigences. Alors si ce n'est pas des exigences immédiates de taux d'intérêt, puisqu'on n'est pas dans la période, c'est pas la mode en ce moment, ça va être à minima des exigences de remboursement.
Et je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme, mais on dit que les États, en fait, ils empruntent à peine ils remboursent jamais leur dette parce qu'en fait, à peine une dette arrive à échéance, qu'ils réempruntent. C'est le roulement de la dette, on appelle ça. Et en fait, l'évolution des taux d'intérêt qu'on voit en ce moment fait qu'en ce moment, le roulement de la dette, il est plutôt favorable au niveau budgétaire parce que des emprunts qui étaient à quelques pourcents qui arrivent à échéance maintenant, ils peuvent être remplacés avec des taux d'intérêt qui sont nuls, quoi. Mais ça pourrait changer. Enfin, toujours est-il qu'en permanence, les États réempruntent pour remplacer des dettes qui arrivent à échéance. Et donc, il faut être capable de démontrer en permanence que l'État fait bien son travail du point de vue des investisseurs. Ça veut dire avoir une gestion des comptes publics, une gestion de la chose publique qui corresponde aux attentes des investisseurs. Et donc, ça passe principalement par de la rigueur budgétaire. La rigueur budgétaire, c'est une manière de s'assurer qu'on va être capable de rembourser la dette. Et on l'a vu aujourd'hui. La secrétaire d'État au budget belge a commencé à annoncer la rigueur budgétaire en Belgique. Il va falloir réduire de 3 milliards le déficit budgétaire belge. Donc ça commence, quoi. Toute cette rhétorique commence. Alors, voilà, tout ça conduit, en tout cas ce programme, conduit à un renforcement des structures capitalistes de base, à un renforcement du système financier, à un renforcement, comme nous l'a dit Olivier, de la position des grosses entreprises qui prennent les marchés publics, qui bénéficient de ces infrastructures, etc. Et par contre, on a le versant de ça qui est de nouveau les politiques d'austérité qui continuent, qui s'amplifient avec les impacts qu'on connaît. On commence à avoir l'habitude des politiques d'austérité et on sait que ça produit de la misère sociale, on sait que ça produit des inégalités. On connaît la chanson et en Europe, dans des pays comme la Grèce, on voit jusqu'où ça peut mener, quoi. Alors, une des choses que je voudrais ajouter avant de conclure, c'est que on pourrait se dire, OK, le plan de relance repose sur des entreprises privées, il y aura de l'emploi de créé. Bon, on a vu sur les quantités d'emplois créés, c'est quand même un peu questionnant. On pourrait discuter de ce que ça pourrait produire de positif. Mais en attendant, on a quand même de l'expérience. Et je vais prendre un exemple, c'est celui de l'immobilier et celui des rénovations énergétiques de bâtiments, par exemple. Si on laisse l'investissement privé avec des subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments, mais qu'on ne met pas en place des mécanismes qui évitent l'augmentation des loyers, qu'est-ce qui va se passer? Les propriétaires vont prendre les subventions, ils vont rénover leur logement, et comme ce logement a pris de la valeur parce qu'il est de meilleure qualité, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'ils pourront, les locataires qui ne savent pas payer davantage s'en vont, on verra bien où, et on les remplace par d'autres locataires qui sont capables de payer davantage, ou qui vont se serrer la ceinture pour payer davantage. Donc, en gros, ce genre de plan, s'il n'y a pas de restrictions et de cadre pour contrer ces effets, il peut avoir des effets dramatiques qui sont en fait un renforcement de tout ce qu'on voit dans un régime capitaliste et encore plus dans un régime néolibéral. Alors, je terminerai juste par redire qu'il n'y a pas que la dette pour financer tout ce dont on a besoin véritablement aujourd'hui, financer des logements sociaux, financer la rénovation énergétique des logements, financer des transports en commun, financer la mobilité douce, financer tout ce que vous voulez, qui est un sens écologique et social, puisque des moyens, il y en a plein. Je voudrais quand même rappeler, Olivier, tu as mentionné les actionnaires, mais l'année 2020, par exemple, ça a été... Déjà 2019, c'était une année record, mais alors 2020, on a battu tous les records au niveau boursier. Novembre 2020, par exemple, ça a été la meilleure performance de toute l'histoire de la Bourse de Bruxelles. En France, le CAC 40, en 2020, il avait versé 51 milliards de dividendes. C'est plus que les années précédentes. Enfin, puis même, on ne se rend même plus compte, 51 milliards. Mais bon, on a compté des milliards aujourd'hui. Donc, c'est pour se rendre compte. Et c'est juste 40 multinationales. Il y en a beaucoup plus dans le monde. Si on regarde les personnes les plus riches, en 2019, en Belgique, il y avait 2100 ultra-riches. Ça veut dire des gens qui ont au moins 30 millions
de dollars de fortune. Donc on est vraiment, et si on regarde les personnes les plus riches de Belgique, par exemple, vous avez peut-être entendu parler récemment de la famille de Spoelberg, qui était la famille propriétaire d'un bâtiment qui est occupé par une centaine de personnes sans papier ici à Bruxelles, et qui ont réussi à imposer l'occupation de ce bâtiment. La famille de Spoelberg, c'est 7 milliards d'euros de fortune. Enfin, et ils ne sont pas foutus de lâcher un bâtiment avenue Louise, parce que bon, ça pourrait rapporter un petit peu plus. Voilà, donc de l'argent, il y en a. Il y en a plein. Des possibilités de taxation, c'est une chose, mais des possibilités de réquisition, il faudrait les réenvisager. Des possibilités de reprendre, en fait, ce qui a été accaparé au fil du temps. Et ça va devenir une absolue nécessité, parce que les inégalités n'arrêtent pas de se creuser. Et puis également arrêter certains flux, puisqu'on a effectivement des flux qui sont de nature à accroître les inégalités et à faire se perdre l'argent de plans de relance et autres dans les poches des personnes qui en ont déjà bien assez. Par exemple, je reprends l'exemple des loyers. C'est quand même fou qu'on n'arrive pas à imposer un gel des loyers ou une diminution des loyers, alors qu'on sait très bien que c'est la première dépense qui pèse le plus lourd sur les gens, et notamment les personnes qui ont des très faibles revenus. Et ça, c'est un transfert de richesse des personnes les plus pauvres vers les personnes les plus riches, les propriétaires. Donc voilà, des possibilités, il y en a plein, mais elles supposent de confronter le capital et les gros propriétaires. Merci Aline. Mais je pense qu'on a brossé pas mal de sujets. La dimension sociale a moins été du plan, en tout cas de la relance, vous en avez parlé, en tout cas de cette quasi-absence de dimension sociale. Mais évidemment, Christine regrette de ne pas être avec nous. Je voulais dire aussi, avant de vous passer la parole, qu'il y a un dossier Iconosphère qui sera réalisé après, avec sans doute vidéo, avec PowerPoint, si c'est possible, donc vous pourrez avoir accès au PowerPoint, etc. Et voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre 2 ou 3 questions, interventions, et puis aussi de laisser les intervenants réagir par rapport à ce qu'ils ont entendu, parce qu'on sent qu'il y a parfois aussi je dirais pas des antagonismes, mais peut-être des choses sur lesquelles il y a peut-être un peu des accords. Donc laisser à chacun l'occasion aussi de réagir, mais est-ce qu'il y a 1, 2, 3 questions ou petites interventions assez courtes du public